En 2023, il y a des animés qui sont sortis, des tout nouveaux ou alors la saison suivante d'animés déjà en place. Mais il y en a un qui a vraiment fait parler de lui. 虎杖裕二君の秘匿死刑が決定した。 Donc salut YouTube, si jamais ça arrive sur YouTube, on va réacter à une vidéo qui parle de l'arc Shibuya de Jujutsu Kaisen. Je suis très fan de Jujutsu Kaisen et pour moi j'ai pris une grande claque avec cet arc narratif là, donc j'ai hâte de voir ce que Mush, qui est un très vieux youtubeur quelque part, a à en dire. Au moins 2 ans d'ancienneté, on dire une éternité à l'échelle d'internet, et du coup voilà. Oh, c'était la suite. Et pas n'importe quelle suite. Vous vous souvenez sur les réseaux sociaux, cette phrase qui est carrément devenue un mème, un running guy. Quand Shibuya sera adapté en animé, tout le monde va retourner sa veste. Parce que ceux qui l'ont lu en manga savaient que c'était un... Il y avait une trend là-dessus sur Twitter, c'est vrai, il y avait une trend de baiser. En effet, tout le monde va retourner sa veste. Et c'est vrai que c'est devenu une vraie trend sur Twitter, tout le monde parlait de ça. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on s'est posé la question. Un arc super important, un arc qui allait tout changer. Et pour ceux qui regardent seulement l'animé, forcément, une telle hype, ça donne envie. Ou alors, ça fait peur. Est-ce que ça va être si bien que ça? Si tout le monde te sort un truc, t'auras encore plus d'attentes que si on te disait rien, et c'est normal. Peur. Et pour autant, Jujutsu Kaisen se retrouve dans presque tous les tops des meilleurs animés de 2023. Parfois premier, parfois sur le podium. Mais bref, la majorité est d'accord pour dire que c'était incroyable. Et pourquoi c'était incroyable? Qu'est-ce qui a été réussi dans cet arc? Pourquoi ça a tant fait parler et pourquoi c'était si marquant comparé à d'autres œuvres? Pourquoi l'arc de l'incident de Shibuya est aujourd'hui parmi les meilleurs arcs, tout animé confondu? Très brièvement, Jujutsu Kaisen, c'est un monde où des démons appelés fléaux se nourrissent des émotions humaines négatives, et seuls les exorcistes peuvent les voir et les combattre. C'est l'histoire de Yuji Itadori, un lycéen avec une force hors du commun qui mange accidentellement un des doigts de Sukuna, le plus puissant des fléaux. Ils sont donc désormais liés entre eux, et Yuji devient un exorciste qui devra sauver l'humanité en... Mais il était déjà très très fort, Itadori. On a tendance à oublier que déjà, avant qu'il soit lié de quelconque façon au monde des esprits ou quoi, il était déjà super chaud quoi. En éliminant tous les doigts de Sukuna, avec comme enjeu de lutter en permanence pour garder le contrôle de son corps. Dans la première saison, on découvre Yuji Itadori et ses amis et camarades de classe, Megumi et Nobara. Leur prof est Satoru Gojo, un exorciste de classe S, donc la classe la plus haute, et étant considéré comme le plus gros plagiat de Kakashi. Non, faut dire les choses. Gojo, quand on l'a vu, quand on s'est mangé la saison 1 de Jujutsu Kaisen, je vais y arriver, c'est pas facile à dire, hein. GGK, ça va être beaucoup plus utilisé, mais ouais, clairement, le Kara Design, c'était Kakashi plus loin, quoi. Plus fort du monde. On découvrira les autres élèves de l'école de Tokyo, mais aussi l'école de Kyoto, ce qui introduira pas mal de personnages qui auront leur importance. À première vue, c'est une histoire qui semble normale, avec des rapports de puissance, des enjeux et des fléaux qu'ils devront vaincre. Cette première saison se termine d'ailleurs lorsque le trio Itadori, Megumi et Nobara enquêtent sur des assassinats liés à des fléaux. C'est un bon moyen de nous faire découvrir les puissances des personnages que l'on suit depuis le début. Bref, je vais pas m'étaler, mais cette première saison, elle se finit sur un trio vainqueur, tout bêtement. C'est les gentils qui ont gagné quoi. Et ainsi, cette première saison, même si l'animation était vraiment bonne et on y a découvert des choses intéressantes pour la suite, ça semblait assez banal. Un très bon animé, mais un très bon animé parmi tant d'autres. C'est ce que ceux qui regardaient uniquement l'animé pensaient. Mais ceux qui lisaient le manga et avaient donc les chapitres et l'histoire en avance, ils savaient que ça allait pas être toujours comme la saison 1, bien au contraire. Et ils attendaient qu'une chose, que la suite soit adaptée en animé, pour nous le prouver. Mais d'un premier point de vue, on retrouve dans Jujutsu Kaisen des ressemblances avec d'autres animés. Volontaires ou non, on sait pas vraiment. Mais c'est ce qui montrait que ça restait assez basique, entre gros guillemets. Le but est de dénigrer aucune œuvre. Mais par exemple, le fait qu'Itadori ait une entité démoniaque en lui, on l'a très bien vu avant, notamment dans un classique incontournable qui n'est autre que Naruto et son démon renard à 9 queues. D'ailleurs, on y voit un trio dans une école et un professeur plutôt sympathique. Franchement, ça Non, ouais, puis en plus du trio, mais dis-le, il a la même gueule. Jujutsu Kaisen, ça ressemble aussi à Bleach, mine de rien, avec les fléaux semblables au holo, des créatures invisibles pour les humains normaux, et les exorcistes et Shinigami dans Bleach qui sont là pour les faire disparaître. Des créatures qui sont nées par les émotions négatives dans les deux œuvres. Et toujours un mentor plutôt sympathique, assez marrant, mais extrêmement fort. C'est certain qu'il y a d'autres animés dans lesquels on peut retrouver des similarités. Et là où je veux en venir, c'est pas du tout pour dire que Jujutsu Kaisen a recopié les meilleurs pour faire partie des meilleurs, loin de là. Justement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il a réussi, en partant de quelque chose qui nous parle, quelque chose qu'on connaît déjà, à quelque chose d'immense et propre à l'œuvre elle-même, la faisant arriver au sommet, aux côtés de ceux qui ont marqué des générations entières. Alors, plongeons ensemble dans cette deuxième partie,
l'incident de Shibuya et découvrons les raisons pour lesquelles Jujutsu Kaisen est devenu un des plus grands animés des dernières décennies. Pour l'instant, je suis d'accord. Pour l'instant, je suis d'accord de ce qu'il dit. Il a clairement marqué sa génération et j'espère qu'il y aura un avant-après dans les autres œuvres, autant que le Big Three a eu un avant-après. Et d'autres œuvres aussi. 31 octobre, Shibuya. De nombreux exorcistes sont appelés sur les lieux car un incident est prévu le soir d'Halloween. Alors, plusieurs équipes sont réparties. Les civils piégés à l'intérieur de Shibuya sont obligés d'appeler Gojo. Et là, on se dit, bon, on connaît Gojo, il y a Gojo. Je me permets de faire une pause maintenant, mais en fait, il y a autre chose qu'il n'a pas dit et que je trouve important de rajouter sur JJK. C'est que oui, il utilise beaucoup de ces codes-là déjà préétablis, notamment par le Big Three, comme il a été dit. Mais il y a autre chose qu'il fait, c'est qu'il s'en affranchit avec beaucoup de classe aussi, même dès le début. Le grand-père de Itadori, on l'a vu 2 secondes là dans la vidéo, mais le grand-père d'Itadori, c'est un super exemple. Le grand-père d'Itadori, on rappelle, juste comme ça, qu'il meurt en 20 minutes, globalement, et il donne 3 phrases. Il donne 3 phrases, en tout, il a 3 lines, et pourtant, c'est des phrases qui vont rythmer toute la saison 1 pour Itadori. Toute son évolution va venir de la phrase qui dit « Ne fais pas comme moi, ne gâche pas ta vie avec des regrets » ou je sais plus la line exacte. Yuji, mets ta force au service des autres, d'accord? Démène-toi au maximum et sauve tous ceux qui peuvent l'être. Il y aura des moments où tu douteras de toi et d'autres où la tâche sera ingrate. Quoi qu'il arrive, tu dois sauver le plus de gens possible. Et débrouille-toi pour mourir entouré des gens qui t'aiment. Je veux pas que tu finisses comme moi. Et ça suffit. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce côté. Il n'y a pas eu besoin d'un flashback d'une saison pour essayer d'apporter de l'impact à l'œuvre. Il a pu le faire en 20 minutes top chrono. Et que ça a suffi à créer aussi beaucoup d'ampleur pour laisser de la place à d'autres choses. Notamment, pas mal de personnages, notamment, il s'en a franchi aussi avec l'entraînement, on se souvient très bien de l'entraînement, qui est pas du tout, on va taper des cailloux pendant 2 semaines, et si t'arrives à taper le caillou avec une pichenette, t'as réussi ton entraînement. Non, tu vois, il n'y a pas cette mécanique un peu sympa qu'on a eu dans les autres animés, non, il dit, là on rush cette partie-là, qui existe quand même, mais nous on va la rush, on va la faire autrement, parce qu'on a envie de raconter une autre partie de l'histoire, malgré qu'on utilise le reste des codes. Joe s'est gagné d'avance. Même si c'est difficile et qu'il se passe des choses, il est là, et avec lui, ils s'en sortiront forcément. Mais c'est là que tout change ici. Gojo va être scellé. Et ainsi, pour tout ce qui suit durant cet incident, il n'y aura pas Satoru Gojo. Comme si l'auteur savait que lorsque les personnages sont en difficulté, au fond de nous, on sait que Gojo peut arriver de nulle part et sauver tout le monde. Alors, si on enlève Gojo, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on sera aussi rassuré? C'est aux autres exorcistes de le prouver. Gojo, c'est un personnage secondaire. C'est l'enseignant de l'école d'exorcisme en charge d'Itadori, le personnage principal. Et pourtant, il pourrait se confondre. Gojo pourrait avoir cette place de personnage principal. Je suis pas d'accord. Jujutsu Kaisen sans Gojo, c'est pas pareil, loin de là. Et c'est sans doute celui... Mais ça, par contre, tu vois, je suis pas d'accord. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup cet avis-là. Ça se voit beaucoup par le fandom, en fait, hein, tous les fans de Gojo. Moi, je suis pas d'accord. Même s'il a un peu... Même s'il a certaines résonances, une certaine aura, pour moi, il a clairement pas une place de personnage principal et même il ferait pas un bon personnage principal. Pour moi, il ferait vraiment pas un bon personnage principal. Il y aurait pas tant que ça de choses intéressantes, même si, encore une fois, j'entends très bien. Et alors, on bat les couilles. Il y en a plein qu'on en est comme ça et qui pourraient pas être des personnages principaux, tu vois. Déjà trop fort de base. Et ouais, mais ouais, d'accord, mais même au-delà de ça, je te parle de la façon dont il est écrit, je te parle de tout ça. Il pourrait très bien être très fort, mais finalement pas le faire, tu vois. Ils ont fait One Punch Man aussi. Donc, un personnage trop fort, c'est pas forcément un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a, pour moi, ouais, il manque certaines choses, quoi. Ouais, mais il y a des personnages principaux qui sont très forts. Qui sont même les plus forts. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a autre chose qui fait que c'est pas forcément un personnage principal, c'est que dans l'intérêt qu'on peut porter au personnage, je le trouve vraiment pas assez armé pour que moi, en tant que spectateur, je me dise que j'ai envie de suivre son histoire à lui, du début à la fin. Un flashback, pourquoi pas, mais pour moi, il reste, je veux bien, mais tu restes dans l'équipe, tu te mets un peu à côté sur la photo, c'est tout ce que je te demande. Voilà, donc c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec l'aspect qu'il aurait pu être le personnage principal. Lui qui a le plus d'impact dans l'œuvre.
parce que c'est celui qui change absolument tout l'équilibre des puissances. Il a une personnalité complexe, il est amical et gentil avec les étudiants et les personnes qu'il respecte, mais son attitude peut virer à l'extrême opposé quand il s'agit de dirigeants de la société d'exorcisme qui se mettent au travers de son chemin, ou alors quand il s'agit de fléaux, tout simplement. Il a des techniques qui sont absolument impressionnantes, et assez complexes mine de rien. Je peux parler de sa meilleure technique, le pouvoir de l'infini. C'est une technique innée qui lui permet de manipuler l'infini. L'infini, ça paraît tellement abstrait comme notion. L'infini, Gojo peut manipuler l'infini. En quelque sorte, c'est un espace impénétrable qui le sépare de sa cible. En bref, quand ce pouvoir est actif, rien ne peut l'atteindre. Il peut l'éviter, il peut se téléporter, ou même téléporter d'autres personnes. Et alors, comment ça marche concrètement? En fait, si on parle de pouvoir de l'infini, c'est parce que lorsqu'un objet est dirigé vers lui, il peut diviser l'espace entre lui et l'objet un nombre infini de fois, jusqu'à ce que l'objet ralentisse tellement, à tel point que le mouvement est complètement arrêté. Et ça, il peut le faire avec tout ce qui est présent dans cet espace. Mais ça va encore plus loin, en défiant complètement la réalité, quelque chose de conceptuellement impossible. Créer une distance négative. Bon, ça va être un peu compliqué à expliquer, oui, c'est tellement abstrait. Avec cette distance négative, il peut combler le vide avec de l'espace. Et ça va générer une force d'attraction. Ainsi, il peut resserrer l'espace autour de n'importe quel point de son choix, soit pour éloigner des cibles, soit pour les écraser avec l'application d'une force intense. Il peut créer des champs d'attraction à sa guise, autant qu'il veut. Et c'est pas des petits champs d'attraction, il peut carrément les utiliser pour détruire des bâtiments entiers. Voilà, Gojo, c'est le pouvoir de se battre avec ce qui est schématiquement impossible, des notions impossibles à représenter. Gojo a un total contrôle de l'espace. Et il assure la génération future, il assure les prochains exorcistes qui seront en charge d'arrêter les fléaux, parce que sans lui, ça serait pas si simple, c'est clair. Et là, à Shibuya, ça va se passer sans lui. Le groupe à l'origine de ce drame est composé de Geto, Jogo, Anami, Dagon, Chozo et Maito. Et leur choix de réaliser ce plan ici, à Shibuya, c'est parce que le quartier est toujours bondé en temps normal. Et il l'est d'autant plus le 31 octobre, le jour d'Halloween. Imaginez, au Japon, les Japonais, l'impact que cet arc a eu sur eux. C'est comme si un animé se passait exactement dans le quartier de ta ville, et qu'il y avait des enjeux énormes à cet endroit précis. Des enjeux allant jusqu'à la destruction de bâtiments célèbres et de nombreux... C'est très vrai. Déjà, dans des morceaux, quand j'entends Toulouse, ça me fait un petit truc parce que c'est là que j'habite. Donc, imaginez qu'en plus, c'est représenté graphiquement, fidèlement, plein d'endroits et tout. Ça doit te faire un vrai choc. Et ça doit te rapprocher énormément de l'œuvre. Donc, pour le coup, je suis un peu jaloux. morts et blessés. Là, c'est vraiment le cas pour les habitants de Tokyo, qui connaissent très bien Shibuya. L'auteur s'est pas juste servi du nom du quartier, les lieux ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et c'est la plus claire des représentations de la réalité. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu te dis, mais putain, j'ai pris le métro 2 ans à cet endroit-là. Dinguerie. En plus, ce qui est malin, c'est que dans Jujutsu Kaisen, les humains normaux ne sont pas capables de voir les fléaux. Un bon moyen de faire comme si ça existait dans la vraie vie. Mais on peut pas le savoir étant donné qu'on n'est pas capable de voir les fléaux. D'autant plus qu'au Japon, ça a d'autant plus de sens car dans les traditions et la culture, les yokai font partie de la vie quotidienne. Les yokai, c'est des créatures surnaturelles du folklore japonais, souvent représentées comme des esprits malfaisants qui font allusion au tracas du quotidien. Au Japon, ils sont répandus dans les médias, beaucoup d'œuvres y font référence et ils sont aussi présents dans l'esprit des gens eux-mêmes. Alors, représenter ces fléaux sous la forme de yokai qui existent, c'est le moyen idéal pour un incident qui se passe au Japon, afin de susciter l'intérêt de ceux qui connaissent l'endroit, pour qu'ils se sentent concernés. Et vous verrez que c'est pas le seul moyen de jouer sur la réalité, et on va y revenir. En 2023, lorsque Jujutsu Kaisen a été au sommet et que tout le monde ne parlait que de ça au Japon, forcément, le jour d'Halloween était très attendu. Comme si l'incident de Shibuya pouvait surgir à tout moment. Le timing était malheureux parce qu'à Halloween, tout le quartier de Shibuya était quadrillé par la police de Tokyo. Il était interdit de faire des regroupements dans le quartier le soir d'Halloween, pour éviter tout débordement et mouvement de foule. C'est lié à l'événement tragique qui a eu lieu à Séoul le soir d'Halloween l'année précédente. Pour autant, certains n'ont pas hésité à jouer le jeu malgré tout, en se déguisant dans le thème de Jujutsu Kaisen. Le soir d'Halloween à Shibuya, il n'y avait pas de meilleur moment. Bon, moi j'étais déguisé en Luigi, mais c'est un autre sujet. Et ça montre à quel point l'œuvre, et cet arc en particulier, ont marqué les esprits. Énormément au Japon, mais aussi beaucoup partout dans le monde. Pour revenir à l'arc en lui-même, un des plus grands enjeux de l'œuvre, c'est Sukuna, qui est enfermé dans le corps d'Itadori.
On a pu voir quelques apparitions lorsqu'Itadori mangeait un doigt ou quand il était en difficulté. À chaque fois qu'Itadori mange un doigt, Sukuna retrouve petit à petit sa puissance. Il a mangé le premier au tout début de l'œuvre lors d'un incident dans un lycée, Gojo lui a donné un deuxième doigt, Sukuna en a avalé un troisième après avoir tué l'un des fléaux qui portait ses doigts, Itadori avale le quatrième doigt par erreur, et lors de l'incident de Shibuya, Mimiko et Nanako lui donnent un cinquième doigt à ingérer de force. Donc, on se dit que ça avance petit à petit, linéairement, pour pas éveiller la pleine puissance de Sukuna et qu'il devienne incontrôlable. Et non, ça marche pas comme ça. Là, à Shibuya, ça marche pas comme ça. Jogo lui fait ingérer 10 doigts supplémentaires d'un seul coup, ce qui fait qu'il en a ingéré 15 au total. C'est un vrai risque, à ce moment-là, parce que il avait tout ce qu'il fallait pour faire comprendre des choses normalement en disant ah ben on est à peu près à la moitié de l'œuvre, ou même s'il y a un petit moment de blanc, ça va être dangereux parce qu'on peut perdre patience et tout. Et en fait, il lui fait ingérer 10 doigts, puis on se dit, mais en fait, bien sûr, il nous a dit qu'il avait que 2 mains, Sukuna. Les fléaux, qu'est-ce qu'on sait qu'ils ont que 2 mains? C'est sûr, en fait, il y a combien de doigts? Il y en a 20? Ah putain, donc en fait, là, il en a mangé quasiment les 3/4. Mais du coup, la puissance, c'est dévoilé de ouf. Mais c'est risqué de malade. Et puis en fait, tu te prends tout ça dans la gueule alors que t'es déjà en haleine parce que y a déjà Gojo qui est parti. Il y a déjà le bordel partout et que tout le monde est en train de passer dans tous les sens pour essayer de ralentir des gars qui valent leur niveau. Et bon, il va expliquer la suite. Mais c'est déjà pas bien, tu vois. Forcément, ça réveille Sukuna. Sukuna qui est le roi des fléaux. Et donc un fléau de classe S, la classe la plus élevée. Et pour autant, on pourrait vraiment même pas le considérer comme un classe S, il est bien au-dessus. Alors, éveiller la plus grande puissance connue à ce jour, alors qu'un tel drame a lieu, ça peut qu'aggraver la situation. Surtout que, je le rappelle, celui capable d'arrêter Sukuna, Satoru Gojo, il est scellé, et donc il pourra absolument rien faire à ce moment-là. Et c'est là qu'on découvre à quel point tout cet incident bouleverse complètement tout ce qu'on pensait de l'œuvre. Tous les rapports de puissance sont mélangés, des exorcistes de toutes les classes face à des fléaux de toutes les classes. On a des combats qui se déroulent dans tous les recoins de Shibuya, avec toujours des civils qui cherchent à fuir et qui sont bloqués. Alors, oui, on va pas se mentir, Shibuya c'est en grande partie très très cool parce qu'il y a des combats incroyables, c'est beaucoup de bastons avec les personnages les plus forts introduits qui se battent, et donc il y a de la hype, on va pas se mentir, plein de fights, plein de combats, des personnages qu'on aime, forcément, ça fait plaisir. Surtout qu'il y a une animation qui est absolument incroyable tout au long de la saison, avec un studio d'animation qui a respecté ceux qui regardent uniquement l'animé. D'un premier point de vue, c'est ce qu'on pense de Shibuya, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de confrontations. Mais Shibuya, c'est mal écrit pas par que contre ça, en vidéo. vraiment pas. Et on peut s'intéresser à quelque chose d'autre. Dans Jujutsu Kaisen, en général, pas uniquement à Shibuya, on peut se demander pourquoi les fléaux font ça. Quel est leur plan et pourquoi ils veulent anéantir les humains? Est-ce qu'ils ont une raison légitime de vouloir anéantir les humains? Parce que, de notre point de vue, forcément, comme on est humain, on va être du côté des humains. C'est les humains qu'on va considérer comme les gentils, plutôt que les fléaux qui ont des apparences monstrueuses, et qui, de notre point de vue, ne cherchent que le mal. Gege Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen, a expliqué que le message derrière Jujutsu Kaisen, c'est que personne ne détient la vérité ultime. Les bons comme les méchants, entre guillemets. Qui est bon, qui est méchant. Certains cherchent à tuer le héros par pur égoïsme, mais d'autres sont conduits à cette décision par un raisonnement logique. Si personne n'a vraiment raison, alors personne n'a tort non plus. Chaque personne est guidée par sa propre éthique. Si on suit la logique de Jogo, pour lui, les humains ne sont que mensonges. Et derrière chaque bonne action, se cache une arrière-pensée. Les fléaux qui naissent, eux, de sentiments négatifs comme la colère et l'agressivité, qui sont des sentiments authentiques, et donc, pour lui, c'est une créature vraie et pure. Et est-ce qu'on peut contredire ça, finalement? Les propos d'Anami sont liés au fait que les forêts, les océans et les cieux pleurent, ils peuvent plus cohabiter avec les humains. La nature est bienveillante et elle est consciente de leur présence, mais son indulgence a des limites. Pour Anami, les humains n'ont cessé de causer du mal à la planète, et leur éradication ferait briller la planète de nouveau. Geto aussi, qui n'est pas un fléau, et il s'est mis à détester les humains qui sont pas des exorcistes. C'est lié à une des missions dans laquelle il devait empêcher une malédiction de ravager un village. Il a découvert que les villageois avaient gardé 2 jeunes filles dans une cage, 2 exorcistes, et ces 2 jeunes filles étaient accusées d'être responsables des actions de la malédiction. Geto a été témoin de la cruauté des humains, et il a fini par assassiner tout le village. Après ça, il a été considéré comme un maître des fléaux. Mais finalement, ça, c'est à cause de la cruauté des humains. C'est à cause des actions horribles causées par les humains. Les fléaux qui ont une conscience, ils détestent les humains, car pour eux, ce sont les humains qui sont mauvais. Et c'est ce qui est dénoncé ici.
Les humains se trahissent entre eux, ils font preuve de cruauté, ils ont toujours des arrière-pensées et ils saccagent la planète sur laquelle ils vivent. Et en ayant ce point de vue clair, on se dit que les fléaux, qui sont nés de sentiments négatifs, et donc qui n'ont jamais réellement demandé à naître à la base, ont de vraies raisons de détester les humains. C'est vrai ça. Les fléaux, ils sont jamais demandés à naître. C'est à cause des sentiments négatifs des humains qu'ils naissent. Ils naissent pour qu'on les détruise, alors forcément ils vont détester ceux qui leur veulent du mal. Et c'est pourquoi nous, directement, on va être du côté des humains, parce qu'on est des humains. Mais finalement, qui a réellement raison et qui a réellement tort? Très vrai, complexité intéressante. Akutami, l'auteur de l'œuvre, va pas juste se contenter de proposer des confrontations qui vont hype les gens. Il va pas hésiter à faire mourir des personnages. Après, qu'on se comprenne bien, mettre des choix moraux et en fait des dilemmes un peu philosophiques, pour un shonen neketsu de grande envergure, c'est un peu la base. Faut pas non plus surcoter le truc, mais ça reste bien, on est d'accord, ça reste bien. Bon, normalement vous vous en doutez, mais je vais spoil ce qui se passe durant l'arc Shibuya. Pas d'inquiétude pour ceux qui regardent que l'animé, je dirai rien de ce qui se passe après. Parce qu'il y a eu des dizaines de combats durant tout cet incident, j'en ai parlé. Mais il y a eu aussi beaucoup de morts ou de graves dégâts. Et voilà tous les personnages importants qui sont morts. Mekamaru ou Kokichi Muta, lors de l'introduction de l'arc face à Maito, Anami qu'on avait déjà vu dans la première saison, qui s'est retrouvé malheureusement face à Gojo, qui cette fois l'a pas épargné, Dagon, un des fléaux de classe S du groupe de Geto, mort face à Toji Fushiguro. D'ailleurs, on pourrait mettre Toji dans cette liste, il était déjà mort, mais une technique d'invocation de l'âme l'a ressuscité. Il dit que copier son corps était une erreur, et il tuera en premier celle qui est à l'origine de cette invocation. Il est extrêmement puissant et va battre tout le monde sur son passage, jusqu'à être attiré sur une nouvelle cible, Megumi, qui essaye de fuir. Et finalement, Toji va découvrir qu'il s'agit de son fils. En découvrant qu'il a choisi le bon nom de famille, il finira par se poignarder la tête lui-même, mettant fin au combat. Pour en revenir au personnage mort, il y a aussi... Putain, j'avais pas compris ça, moi. Moi, j'avais compris que... Oui, il a choisi le bon nom de famille, ouais, mais il est... Je pensais que c'était... Sa famille avait pas procréé, mais que c'était l'autre branche familiale qui avait procréé et que du coup c'était bon. Mais pas que enfin, l'autre branche familiale, l'autre clan qui était face aux Zénines, justement. Je pensais que c'était ça qui se passait. Mais en fait, que dalle. Non, non. Les Zénines ont continué de procréer et ont continué d'avancer, mais ils ont coupé le cordon avec le lien de leur clan. Et c'est pour ça qu'il est content. Donc, bon, ça marche aussi et c'est presque plus. Naobito Zenin, un des plus puissants exorcistes connus, mort de ses blessures contre Dagon et des brûlures de Jogo. D'ailleurs, Jogo aussi, face à Sukuna. Oui. Jogo était un fléau de classe S, mais il a pas du tout fait le poids face à Sukuna. Il a même pas réussi à le toucher. C'est pour dire à quel point le gouffre entre les puissances est colossal. Et c'est pas tout, parce que j'ai cité des personnages importants, oui, mais ça aurait juste pu être considéré comme des personnages introduits et développés pour qu'on remarque leur importance et qu'on soit impacté lorsqu'ils meurent. Un développement juste pour faire mourir le personnage et qu'on soit impacté. Mais Akutami a aussi osé faire mourir des personnages principaux. Des personnages très appréciés. Ça, c'est, je pense, la plus belle mort de l'arc, lui. C'était la plus belle mort de l'arc pour moi. Bien que Nanami soit apprécié parce qu'il est super charismatique, il a une voix imposante, il est sombre et froid, et en vrai, si on changeait son chara-design en un personnage moche et drôle, les gens l'aimeraient sûrement moins. Il fait partie des personnages les plus appréciés de l'œuvre. Et pourtant, il fait aussi partie de ceux qui vont mourir lors de l'incident de Shibuya. Ce qui est d'autant plus triste ici, c'est que Nanami, c'est un personnage qui répète souvent qu'il est fatigué, qu'il en a marre de se battre. Il veut juste se reposer sur une île paradisiaque. Son rêve, c'était de marcher et danser sur une plage en Malaisie, qui installer une cabane et se reposer paisiblement. Rêve qu'il ne réalisera malheureusement jamais. Pour la petite anecdote, pour montrer à quel point l'œuvre a eu de l'ampleur dans le monde, un temple en hommage à Nanami a été créé à Kwanton en Malaisie, l'endroit où il souhaitait se reposer. Mais non. C'est un mémorial comme si Nanami avait réellement existé. Et finalement, on peut dire qu'il se repose vraiment là-bas, et qu'il est enfin en paix. Ouais, ils abusent. En vrai, ils abusent. Attention, j'ai été touché, hein, mais là, ils abusent. Ils abusent. Autre chose qui n'a pas été dite, je me permets, Itadori vient de perdre son deuxième sensei, en fait. Vous comprenez bien, il a été entraîné par Gojo et par, justement, Muster, là-bas. Il a été entraîné par les deux, ou en tout cas pris sous les ailes, même si c'est pas toujours entraîné.
Et là, il y en a un qui meurt, l'autre qui est enfermé, et c'est encore plus ça le côté. Alors que tu sais qu'Itadori va avoir besoin d'aide parce qu'il est dans une situation ultra critique. La fin de la saison 2 le met dans cette situation de merde où vraiment il est pourchassé par l'humanité. Littéralement, il est pourchassé par tout le monde, l'humanité et tous les fléaux. Tout le monde le cherche, tout le monde veut sa mort. Les deux seuls qui auraient été un peu de son côté avec un peu d'importance et un peu d'impact sont soit morts, soit enfermés. Ah, c'est terrible. Et ça rapporte vraiment encore plus à l'ampleur. Je parlais beaucoup d'ampleur, mais pour moi, c'est ça qui est important dans l'œuvre. Tuer un personnage si important, c'était un risque à prendre de la part de l'auteur. Et il l'a pris. Et c'est ça qui rend cet arc si marquant. L'auteur n'a pas peur de tuer ses personnages. Bon, oui. Après, ça va, il a pas tué de personnages principaux qui sont souvent au devant de la scène. Si. Et forcément, quand on voyait ce flashback, on se disait qu'il pourrait nous faire croire que Nobara allait mourir. Mais qu'elle allait être sauvée juste à temps, c'était juste pour stimuler un peu le lecteur ou le spectateur. Mais non, il a bel et bien tué un des personnages qu'on suit depuis le début de l'histoire. Ah oui, c'est vrai qu'elle est morte. C'est audacieux, c'est risqué. Et les gens s'en souviennent. C'est ce qui fait la force de cet arc. Et en voyant de tels personnages mourir, on se dit que jusqu'à la fin de l'œuvre, tout peut arriver. Le personnage auquel t'es le plus attaché peut mourir à tout moment. Et c'est cet arc qui a permis d'introduire cette crainte. Cette peur de tomber sur un ou des adversaires trop forts. Cet arc, c'est l'introduction de quelque chose qui change totalement par rapport à la première saison, mais qui change aussi tout pour la suite. Ce genre d'événement, ça va apporter beaucoup au développement du personnage principal, Yuji Itadori. Parce que c'est ce qu'on peut voir dans la plupart des shonen, des personnages confrontés à des épreuves à première vue insurmontables, et qui par ce biais vont devenir plus forts. La particularité ici avec Itadori, c'est que son développement, finalement, il est assez déprimant. Tout au long de la série, on verra les croyances de Yuji complètement brisées. Dès le départ, son objectif premier c'est de sauver les gens, foncer tête baissée pour le bien de ses amis. Parce que dès qu'on découvre ce personnage, il est condamné à mourir. Il a ingéré un doigt de Sukuna, et c'était qu'une question de temps. Itadori est condamné à être exécuté, ou alors condamné à mourir tout simplement. Alors il s'est focalisé sur le fait d'avoir une bonne mort, en préconisant les bonnes actions pour sauver les humains autour de lui. Mais Itadori, malgré tout, il comprenait vraiment pas pourquoi il devait mourir. Ce qui lui est arrivé, c'est un peu malgré lui. C'est pas ce qu'il voulait vraiment. Alors du point de vue d'Itadori, c'est... Pourquoi je dois mourir? Et c'est une question qui va résonner, jusqu'à qu'il trouve finalement une raison. Il a Sukuna en lui, et s'il perd le contrôle, alors il devient ce qu'il condamne. Il devient un meurtrier sanglant sans pitié et sans aucune peine. Et cette question au départ, ça devient finalement une volonté. Il veut mourir. Peut-être que c'est mieux pour le monde. Une volonté qui se transformera carrément en urgence. Il peut plus avoir de bonne mort. C'est trop tard. Et il est presque condamné à mourir seul. Il est le propre témoin de ce que Sukuna cause. Parce que c'est avec son propre corps. Alors pour lui, il est responsable de toutes les morts causées. Tout ça, ajouté aux événements tragiques qui se déroulent autour de lui, et pas de Gojo pour l'aider et le raisonner, ça mène à un développement bien plus sombre que ce qui était prévu. Mais pour autant, quand ses amis sont blessés, quand son mentor est scellé, quand Nanami meurt, quand Nobara meurt, les forces qui peuvent les défendre sont bien plus faibles. Et Yuji devient un des seuls personnages qui peuvent mettre fin à ce désastre. Le seul moyen pour Itadori de reprendre le dessus, c'est de mettre la colère de côté et d'accepter tout ce qui s'est passé. Accepter ce drame. Une acceptation qui lui permettra de venger ses camarades. À partir de là, quand Mahito était le prédateur et Itadori la proie, les rôles s'inversent. Et c'est merveilleusement bien montré avec cette scène. Itadori debout, avançant vers Mahito, au sol et faible. Métaphoriquement, c'est la meute de loups qui poursuit le pauvre lapin vulnérable. Il finira par vaincre celui qui leur a causé tant de mal, mais l'accumulation de traumatismes et de responsabilités fait qu'il porte un fardeau lourd de toute la douleur de Shibuya. Autre chose aussi, où tu vois le fait que, tu sais, il a toujours été un peu en avant-guingant, à montrer ses émotions de ouf. Et là, tu sais, il l'assassine presque froidement, en fait. Il est presque sans aucune émotion, regard ultra sérieux et tout, et il s'en bat les couilles. C'est en ça que la scène a un impact quand même encore plus fort, parce qu'elle montre la fin du cheminement de tout
tout ce que son cerveau va lui faire, quoi. Tu vois, ah bah tiens, je passe de traumatisme en traumatisme, donc je finis par être complètement plus aucune émotion, rien à foutre. Tu dois mourir, donc je te tue. C'est sur ma route, c'est normal, je dois faire ça. Tant pis pour les émotions, tant pis pour ce qu'on ressent. Plus rien ne vaut la peine. C'est un peu ce côté dépressif auquel tu peux t'attacher si jamais tu as vécu des moments très difficiles dans ta vie. C'est le cas pour tout le monde. Et finalement, le dénouement de tout cet incident, c'est que ça a eu énormément d'effets néfastes dans le monde de l'exorcisme, mais aussi au Japon en général. De nombreux bâtiments détruits, des habitants qui craignent qu'un autre drame surgisse à tout moment, les fléaux qui se sont démultipliés, plus précisément la libération d'au moins 10 millions de fléaux. Donc les exorcistes seront débordés et la population n'a jamais été autant en danger. Ça se limitait uniquement à Shibuya quand c'était en train de se passer, mais ça se propage dans tout Tokyo, et dans tout le pays qui se vide littéralement, autant géographiquement que politiquement. Et on entre ainsi dans des enjeux qui dépassent l'œuvre elle-même, des enjeux politiques et économiques. Un plan doit être mis en place au plus vite pour déplacer les millions de citoyens impactés. Il y a une crise économique sans précédent, les logistiques de rapatriement sont désorganisées et manquent d'effectifs. Imaginez à quel point ça dénonce la réalité. Le cours du yen qui est en chute, et malheureusement ça reflète ce qui se passe vraiment en ce moment dans la vraie vie, avec une forte baisse du yen. La vraie question après un tel événement, c'est de savoir si oui ou non il faut rendre publique l'existence des esprits. D'un côté, ça permettrait d'expliquer au peuple que c'est pas causé par un humain et qu'il faut pas condamner un exorciste, et de l'autre, si on dévoile un tel secret, ça serait la panique totale. Avec une chute libre incontrôlable de l'économie, mais aussi possiblement des débordements comme des guerres civiles ou des complots visant à s'allier au fléau, tout est possible. Mais rien ne permet d'avoir une vision optimiste. Cette gestion de rythme, c'est dingue. Et le bureau général des exorcistes, ceux qui sont chargés des décisions les plus importantes au sein du monde de l'exorcisme, ils ont pris des décisions radicales. Là-dessus. Gojo est accusé de complicité dans les événements survenus à Shibuya et est banni à perpétuité du monde de l'exorcisme. Masamichi Yaga, proviseur de l'école d'exorcisme de Tokyo, est condamné à mort car il est accusé d'avoir incité Gojo et Geto à provoquer le drame de Shibuya, mais aussi et surtout, le personnage principal, Yuji Itadori, qui doit être exécuté sans tarder. Et c'est Yuta Okotsu, exorciste de classe S, qui devra s'en charger. C'est le meilleur moyen de teaser la suite pour Jujutsu Kaisen, parce que l'arc Shibuya se termine comme ça. Et en tout cas, ce drame, le drame de Shibuya, ça aura changé l'œuvre à tout jamais. Quand je parle de cet arc et de son impact, ça se vérifie. On peut parler du Crunchyroll Anime Awards qui a eu lieu en mars 2024 à Tokyo, avec diverses catégories concernant les animés et plus de 34 millions de personnes qui ont voté, ce qui permet d'avoir une idée. Je vais vous dire tous les prix que Jujutsu Kaisen a eu. Ah, d'accord. Tout d'abord, pour ça, le meilleur animé de l'année, c'est le meilleur titre du tournoi. Il a été décerné à Jujutsu Kaisen. Il y avait d'autres nominés comme Chainsaw Man, Demon Slayer, Oshinoko ou encore Vinland Saga. Pour le meilleur chara-design de l'année, et donc la meilleure charte graphique, animation et les designs des personnages, c'est encore Jujutsu Kaisen. Pareil pour la... Mérité. Alors, le premier, ça se discute, hein, le meilleur animé, tout ça, je veux bien qu'on en discute. Ça, là-dessus, mérité. Pour moi, il y a des plus grandes prises de risques, il y a des plus grands moyens mis aux bons endroits. Les animations, elles pètent la rétine quand elles doivent péter la rétine. Il y a des gestions de rythme. Encore une fois, je repense à la mort de mon boy, où t'as des changements de plan qui font des trucs vraiment très beaux. Non, franchement, c'est bien fait. La meilleure réalisation, encore Jujutsu Kaisen, alors qu'il y avait des animés comme SNK de la saison finale. Ouais, je comprends. Premier pour la meilleure cinématographie, mais aussi pour la meilleure action. Gojo Satoru élu meilleur personnage secondaire. Ouais, si vous voulez. En vrai, j'entends, mais... Oui, d'accord. L'opening de la saison 2 élu meilleur opening de l'année. Oui. Pareil pour l'ending d'ailleurs. Yuichi Nakamura, seiyuu ou comédien de doublage de Gojo Satoru, qui reçoit le prix du meilleur comédien japonais. Même si forcément les avis peuvent être biaisés parce que si t'as pas vu les autres animés, tu vas voter pour celui que t'as vu, on peut pas le nier, Jujutsu Kaisen a marqué les esprits. Oui, mais d'accord, mais en général, au Crunchyroll Awards, le manga fait partie de ceux qui ont été le plus vendus en 2023. Pour avoir une idée, il est deuxième avec plus de 8 500 000 copies vendues, juste derrière Blue Lock. Puis, sans regarder les chiffres, le constat est flagrant. Quand un épisode sortait, tout le monde en parlait, j'ai pu ressentir ça que pour certaines œuvres. Des épisodes qui sont très attendus et dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux lorsqu'ils l'ont vu. Et même, il prend de plus en plus de place dans les événements animés et les conventions. Quand on voyait beaucoup de Demon Slayer, One Piece, My Hero Academia, il est très facile de constater qu'il y a de plus en plus de fans de Jujutsu Kaisen.
Jujutsu Kaisen, c'est pas juste des exorcistes contre des fléaux, avec des combats, des vainqueurs et des morts. C'est pas que ça. Ça prend en compte plein de thèmes différents, comme la solitude, avec Junpei qui éprouvait du dégoût envers les autres. Il s'attend à ce que les humains soient mauvais, et cela est dû au harcèlement qu'il a subi au cours de sa vie. Finalement, il réussira à se faire un ami, et ça fait une transition vers l'amitié. Bon, malheureusement, vous savez comment ça se termine avec Junpei. Super mal. Mais tu vois, il va jusqu'au bout du truc. C'est vrai qu'il y avait de moins en moins. Pour le thème de l'amitié, il y a des amitiés qui se forgent, mais aussi d'autres qui se brisent, menant à des événements bien plus tragiques qu'une simple dispute. L'amitié entre Gojo et Geto, une amitié inconditionnelle, mais qui mènera finalement à l'un qui sera contraint de tuer l'autre, car elles ont des idéaux bien différents. Il y a de l'amitié, mais aussi de l'amour, un amour impossible. Par exemple, Yuta et Rika, qui ont promis de se marier lorsqu'ils seront grands, mais à peine sortie du parc, cette dernière se fait écraser. À quand un OAV où elle finit dans un isekai? Qui a avoué ses sentiments amoureux à Miwa. Kokichi a malheureusement fait un serment avec l'ennemi pour acquérir un corps normal, le forçant à divulguer des informations. Cela le mènera finalement à perdre la vie, et laisser seule celle qu'il aime. On parle aussi beaucoup de la famille, et on pense forcément directement à Maki Zenin, qui est rejetée par son clan car elle a pas assez d'énergie occulte. Les Zenin, Ou aussi Toji, qui fait partie du même clan, et qui a décidé de le quitter car un sentiment de rejet rôdait en permanence, dû au fait qu'il est né non exorciste et n'avait pas d'énergie occulte. Plein de thèmes qui... Avec tout ce qu'il arrivait à faire, le simple fait qu'il n'avait pas d'énergie occulte. Ça, par contre, ça parle beaucoup de la société japonaise, en soi, tu vois. Le fait que, ouais, mais t'es pas du clan, ouais, mais t'es pas assez âgé, ouais, mais t'es pas, tu vois... Voilà, t'auras beau faire ce que tu veux, il y a des carcans qui, même absurdes, sont respectés outre mesure, tu vois. Outre mesure nécessaire. Englobe beaucoup de personnes dans la réalité, avec certains qui peuvent se sentir concernés, et voir l'œuvre totalement différemment. En tout cas, Jujutsu Kaisen, c'est un animé qui a su s'imposer parmi les plus grands animés. L'auteur sait déjà quand il va terminer son œuvre, et il est possible qu'elle prenne fin en 2024. Alors là, ce sont les derniers chapitres qui arrivent petit à petit. Pour ceux qui regardent que l'animé, il reste encore de belles années devant vous, le temps que les studios d'animation s'en chargent. Plein de mystères, des nouveaux personnages et de tout nouveaux enjeux. Quoi qu'il en soit, le but c'était même pas forcément de donner envie de lire la suite ou de vanter les mérites de Shibuya, mais juste parce que c'est un animé qui m'a marqué, comme Hunter x Hunter dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Là j'avais simplement envie de parler de Jujutsu Kaisen, comme si je parlais avec vous autour d'une table d'un animé qui m'a plu. Certains adorent, certains apprécient juste, d'autres non, et on peut pas le nier. Jujutsu Kaisen a apporté énormément dans le monde du manga. Et quand à la base on disait qu'il s'inspirait des plus grands, c'est évident que les prochains qui vont marquer l'industrie s'inspireront de Jujutsu Kaisen et ainsi de suite. On espère. On espère vraiment, c'est ce que je disais au début. Pour être honnête, on espère que ça marche pareil. J'ai toujours beaucoup regardé d'animés durant les 10 dernières années. J'en regardais plein. Et j'en ai aimé plein. Mais j'en regarde beaucoup moins. Par souci de temps ou même par manque d'envie tout simplement. Et Jujutsu Kaisen faisait partie de ceux qui m'ont donné envie de me poser tranquillement devant la télé. Regarder et apprécier mon épisode. M'attacher aux personnages et avoir peur pour eux. Les petits moments marrants. Qui sont suivis par des moments terrifiants où tout peut arriver. Ça faisait longtemps que j'avais pas attendu avec impatience qu'un épisode sorte la semaine suivante. Et c'est pourquoi j'ai eu envie d'en parler avec vous. Ok, c'est le Kyobo du montage. On est le lendemain avec un fond vert bien mieux réglé et je me suis rendu compte que j'ai pas tourné d'outro pour cette vidéo. Voilà, c'est un style très différent de ce qu'on fait d'habitude. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous en voulez encore. Moi j'ai kiffé le faire, donc c'est quand vous voulez, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à m'en parler. Et puis on se voit de toute façon la semaine prochaine. Bye.